Avoir l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la peine. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Soyez les bienvenus dans le podcast des aventuriers. Nous sommes avec deux grands aventuriers, des aventuriers de l'été dernier. Il s'agit de Elsa. Bonjour Elsa. Bonjour. Et Jonathan également. Bonjour Jonathan. Bonjour Florent. Alors on est ravis de vous retrouver dans un instant avec vous. On va parler d'un périple que vous avez fait cet été. Une belle aventure en vélo. Je ne peux vous demander que la question suivante. Est-ce que vous êtes venu en vélo ? Eh ben non. Malheureusement, maintenant on utilise la voiture comme tout le monde. Celle-là, j'imagine qu'on vous l'a faite depuis que vous avez fait le périple, ça y est, c'est parti. C'est ça, c'est notre quotidien. Tout le monde nous pose cette question-là maintenant. Ça doit être lourd, quoi. Non, Pas lourd, mais à chaque fois, on a le droit à la même blague. Avant de commencer ce podcast, cet épisode où nous allons donc parler de votre aventure, Elsa et Jonathan, dit John, hein, j'ai bien entendu qu'Elsa, tu appelais Jonathan John. Ouais, c'est donc, vrai. On fait comment ? On fait John ou Jonathan ? John, c'est très bien. John, ça c'est va. très bien. Ouais. On va rappeler que ce podcast est évidemment à écouter sur toutes les plateformes de podcast, notamment iTunes, Deezer et compagnie. Et puis n'hésitez pas également à parler de ce podcast autour de vous et puis à mettre des petites étoiles. Vous savez qu'il y a des petites étoiles hein, sur notamment iTunes pour faire monter les podcasts dans le classement iTunes pour que plus de personnes nous écoutent. Donc n'hésitez pas à le faire. Fermer sa maison pour ne pas y revenir avant 2 mois, avec en tout et pour tout, quelques sacoches, une carriole et 2 vélos. Lâcher prise et vivre l'instant où l'air nous portera. Comme What May. Hashtag c'est par où la Normandie ? Alors tous les deux, vous êtes partis cet été, c'était en 2018, donc en juillet 2018 précisément, pour une aventure à vélo. Vous avez fait la traversée de France. Vous êtes partis depuis les Bouches-du-Rhône, Martigues pour être précis, et vous êtes remonté en passant par la côte atlantique pour aller jusqu'en Normandie. D'où vous est venue l'idée comme ça de faire cette aventure sur 23 jours me semble-t-il 25 25 jours. On a roulé 23 jours et ça a duré 25 jours au total. 23 jours pédalés, 25 jours au total. Voilà. Il y a eu 2 jours de... 2 jours de farniente. 2 jours de... On se détend un petit peu. De lessive, dodo, ce genre de choses, quoi. Elle vous est venue d'où cette idée, cette envie de faire la traversée de France en vélo ? Eh ben, c'est qu'avec Elsa, on aime bien un peu barouder, partir en trek. On a déjà fait quelques treks ensemble. Et là, cet été, on voulait un nouveau moyen de déplacement. On voulait repartir encore en voyage. Et voilà. Et au début, on pensait, en fait, on voulait absolument avoir un moyen de déplacement neutre. Donc, on s'était dit pourquoi pas traverser un pays à pied. Ou un pays à vélo, et puis petit à petit l'idée du vélo nous est venue. Ouais, on a essayé un week-end, on est parti avec nos vélos et pour essayer, puis ça nous a plu. Donc c'est-à-dire que je comprenne bien, au début vous n'étiez pas du tout amateur de vélo. Pas spécialement, Ouais. même voire pas du tout. On vit à Marseille, donc à Marseille les déplacements en vélo sont plutôt périlleux. Du coup, on n'a pas trop développé ce moyen de locomotion à Marseille. Mais on apprécie se déplacer à vélo, mais sans être des fanas ni des cyclistes du dimanche. Le dimanche, on sort pas nos vélos pour aller faire une grande balade en vélo. C'est D'accord. pas ce qu'on a l'habitude de faire, non. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'au bout de 23 jours pédalés, 25 jours de vélo au total, enfin un périple de 25 jours, est-ce que vous vous sentez finalement des cyclistes aujourd'hui, ou est-ce que vous avez ça n'a pas changé grand-chose dans le comportement ou en tout cas la philosophie que vous avez vis-à-vis du vélo? C'était juste un moyen de déplacement comme un autre pendant l'été. Alors, c'était un moyen de déplacement qui était génial et que du coup on a découvert et apprécié. Ce qui fait qu'aujourd'hui dans notre vie on a quand même changé et évolué par rapport à ça. Ne serait-ce que dans la façon dont on va voir nos futures vacances aussi, où à mon avis le vélo refera partie de ce qu'on prendra avec nous. D'accord. Clairement. Mais est-ce que ça aurait pu être un autre moyen de transport que le vélo? Ou est-ce que vraiment, quand même, le vélo vous attirait un petit peu plus que notre On n'a pas moyen de pensé à la déplacement? trottinette, non. Ne serait-ce que parce que c'est pas très pratique de prendre des bagages avec une trottinette. Voilà. J'avoue. Non, on a l'habitude, le moyen de déplacement qu'on a vraiment, c'est à pied, où là, vraiment, c'est pratique, avec le sac à dos, on a un peu la maison sur le dos. Et puis, on voulait là, on cherchait quelque chose qui nous permette de parcourir aussi plus de distance, de voir plus de choses. Et puis, avec une plus grande autonomie, le vélo, ça nous a permis vraiment de parcourir de grandes distances.
quand on part en montagne en randonnée, qu'on est au milieu de nulle part, c'est tout de suite 1 heure de marche avant de pouvoir trouver quelque chose, alors qu'à vélo, au minimum, alors qu'à vélo, tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Si à un moment on a besoin de nourriture ou autre, d'eau, on sait qu'en une demi-heure, on peut parcourir de grandes distances. Et ça, c'est vraiment appréciable. C'était aussi l'idée de pouvoir avoir tout avec nous, effectivement, en termes de matériel pour le camping, pour le bivouac, au point de vue pour s'alimenter. La journée, on faisait les courses pour 24 heures et on savait que pour 24 heures, on était autonome, quoi qu'on décide de faire, qu'on aille en camping, en bivouac, voilà, même en termes de ravitaillement en eau, puisqu'on était quand même en plein mois de juillet, il faisait très chaud et on avait souvent très soif. Surtout cet été 2018. Voilà, où il a fait extrêmement chaud. Ben, du coup, on se posait pas la question de l'eau. Jamais de se dire non, mais là, pendant X temps, on va pas avoir de source, on va pas. Non, on blindait nos bouteilles et camelbag et du coup, on était toujours serein par rapport à ça. Concrètement, pour celles et ceux qui nous écoutent et puis même pour moi là qui suis en train de visualiser le périple. Vous étiez comment? Vous étiez donc avec un vélo. Il y avait un sac devant, un sac également sur le dos. Comment c'était? Surtout pas de sac sur le dos. Pas de sac Jamais à vélo. Il faut oublier. Et si on peut, il y a bien quelque chose qu'on peut conseiller aux gens qui nous écoutent, c'est ne faites pas ça. Pas de sac à dos, surtout pas. Parce que en fait à vélo on est déjà très sollicité sur les avant-bras, le dos, le bassin. Si on vient se rajouter en plus un poids, il y a parfois des petits tronçons qui sont pas faciles à passer. Voilà, c'est très. On a besoin d'être libre à vélo et être contraint avec un sac à dos, c'est pas une bonne idée. Et au-delà de ça, c'est que le vélo nous permet aussi il existe différents moyens pour ne pas avoir à mettre ce sac à dos sur le dos. Voilà. Ouais. Et nous, alors concrètement, nos vélos, on avait des sacoches à l'arrière uniquement. Voilà, on avait chacun un porte-bagages avec les sacoches dessus. Et en plus, comme on avait le matériel de bivouac pour être le plus possible autonome, la tente, le réchaud, on avait une petite remorque. Donc, une petite remorque qu'on a achetée, qui est accrochée, une remorque monoroue, qui était à l'arrière de mon vélo. Voilà, et puis on partait comme ça. Après, Elsa avait un panier à l'avant de son vélo. Le panier, c'est pas une bonne idée non plus. Voilà, c'est pas une bonne idée. Donc ça veut dire quoi, que tu l'as jeté au milieu du... Non, on l'a gardé. Il y a un panier là vers la Garonne. Au départ, il était chargé. On avait mis des choses lourdes dedans parce qu'on pensait que ce serait fonctionnel et pratique. Mais d'avoir du poids juste au-dessus du guidon pour manier le guidon, c'est pas du tout pratique. Par contre, il existe des sacoches qui se fixent sur les garde-boue à l'avant. Ça, c'est super. Mais en tout cas, l'idée du panier, pour mettre des choses légères, pourquoi pas. Et c'est ce qu'on a fait, en fait, au final, après. Mais c'était pas d'un intérêt grandiose, quoi. On parlait tout à l'heure de problèmes éventuellement de dos avec le sac à dos, etc. Je crois qu'il y en a un de vous qui a parlé des épaules. Ça peut faire mal aux épaules, ça peut faire mal aux bras. Est-ce que justement, vous avez eu des soucis... je sais pas, des tendinites, des crampes, voilà, des soucis physiques. Voilà, là où on s'attendait à avoir mal aux fesses à vélo, ce que tout le monde peut penser. Tout le monde pense qu'en faisant du vélo, on a mal aux fesses, et quand on est mal équipé, c'est le cas. Mais là, pour le coup, on avait un peu anticipé en prenant des selles un peu particulières, en adaptant notre position. Et la surprise, ça a été qu'on a eu mal, aux épaules, aux bras, et une perte de sensibilité au niveau des doigts. Donc ça, c'était Mais jamais mal aux fesses. Mais jamais mal aux fesses. Non. Et alors, par exemple, pour pas avoir mal aux fesses, est-ce qu'il y a des selles particulières, ou alors est-ce que vous avez finalement les fesses bien dodues et pas de problème? Alors on n'a pas vraiment les fesses dodues. On n'est pas du tout du genre dodu. On est plutôt du genre sans gras. Mais du coup, effectivement, pour les femmes, il est conseillé d'avoir une selle qui est bien plus large à l'arrière qu'à l'avant, qu'elle soit à la même hauteur que le guidon, et légèrement inclinée sur l'avant au moment du réglage, en fait. Et là où on s'était entraîné, on va dire avant, où j'avais utilisé ma selle habituelle quand je faisais mes déplacements pour aller au travail, j'avais très mal aux fesses. À partir du moment où j'ai installé cette nouvelle selle, tout a changé pour moi, et c'était ma grande hantise, parce que c'est vrai que pour toutes les fois où avant j'ai pu faire du vélo, j'ai souvent souffert de ça. Alors que là, absolument pas, vraiment, et ça, c'est quand même très agréable. Donc ça, c'est pour la femme. Après, chez l'homme, il faut des selles un peu plus fines. Et voilà, parce que il y a, au niveau du périnée, il y a un air qui passe, et si jamais il est trop comprimé, à terme, ça peut faire des problèmes d'impuissance, bon, c'est un peu gênant, et puis voilà, donc, on voulait l'éviter quand même. Et puis après, le fait, moi, j'avais un vélo de route, et le poids, au final, est beaucoup sur l'avant.
du moins moi en tout cas ma position faisait que j'avais beaucoup de poids sur les bras et sur l'avant et pas tant sur les fesses. Donc j'étais vraiment en équilibre entre mes jambes et les bras. Donc les fesses, ça reposait pas trop, c'était confortable. Mais ça dépend aussi, du coup, je pense, du type de vélo qu'on a. Moi, D'accord. j'avais un VTC, donc vélo tout chemin. Oui. Je pense que si j'avais eu un vélo de route, la selle qui m'aurait été conseillée aurait été peut-être différente encore. Et donc ça dépend aussi, je pense, du type de vélo. D'accord, donc pour toi Elsa, un VTC, vélo Oui. tout chemin, et pour toi John, c'était un vélo de route. C'est ça, un vélo de route, un vélo classique. C'est un vélo que j'ai acheté. C'est un vélo que j'ai acheté juste avant de partir, puisque moi j'avais juste un VTT très lourd, Oui. prévu pour aller dans les collines. Et là, du coup, il m'a fallu un autre vélo. On a longtemps hésité, VTC, vélo de route. Et après s'être renseigné, on avait l'impression qu'un vélo de route, c'était bien. Donc j'ai acheté un vélo de route d'occasion qui m'a pas coûté très cher, mais qui était très bien, en bon état. Et puis on est parti avec ça, on l'a adapté pour pouvoir partir. Au final, ça s'est révélé pas très pratique sur certaines portions. Mais ça a été quand même. Ça a été fonctionnel. Oui. Du coup, quel a été votre budget pour un vélo Alors, je crois savoir qu'un ami vous a un petit peu conseillé, quelqu'un qui s'y connaît en vélo, qui travaille d'ailleurs dans l'univers du vélo, la réparation de vélo. C'est quoi le bon budget, pas cher, parce que je crois que vous partiez sur quelque chose un budget correct pour partir tout de même faire la traversée de France sur quasiment un mois. Alors du coup moi donc du côté Jonathan il y avait un nouveau vélo qui était plutôt déjà fonctionnel sur les équipements autour de ce vélo. Moi j'avais le vélo qu'on m'a offert quand j'étais ado, un beau vélo rouge, voilà. Et du coup là où j'ai investi effectivement du coup c'est sur la selle. Et il faut aussi penser aux sacoches, à la qualité de la petite remorque, voilà. Et on a fait le calcul en venant tout à l'heure que pour nos 2 vélos, on pense avoir déboursé 300 € en tout. Ce qui n'est... Pour chaque vélo. Non. Non. Pour nous deux. Pour nous deux, en matériel, Mais on en a eu sauf pour que environ 300 €. Pas cher. On a vraiment pensé aussi qu'on voulait, moi je voulais pas racheter de vélo. Oui. Notre ami justement nous avait conseillé, nous avait dit que le mien était suffisamment léger, qu'il n'y avait pas forcément besoin de le changer. Donc on a pris ce pari-là, mais encore une fois, il y a autant de façons de faire que de cyclotouristes. On a vu des cyclotouristes avec des super vélos et qu'on était super contents. D'autres qui nous disaient qu'ils avaient voyagé à travers toute la France avec un vélo qui date d'il y a 40 ans, etc. Peu importe, faut juste penser aux roues, à la selle, au matériel de secours en cas de crevaison. Le freinage, c'est important. Les freins, c'est important. Les sacoches, le choix des sacoches, c'est important. Par exemple, moi, j'avais choisi des belles sacoches, mais qui étaient pas fonctionnelles et ça nous a embêtés pendant tout le trajet. D'accord. Donc, voilà. Là, vous êtes allé regarder sur des blogs, j'imagine, pour vous aider un petit peu, ou peut-être que votre copain, pour le coup, qui est réparateur de vélo, il y a vous a conseillé. Notre copain, donc Martin, qui nous a beaucoup Salut conseillé. Martin. Je vous écoute. Qui nous a beaucoup conseillé, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a vraiment permis de partir, de faire cette aventure avec le budget qu'on avait. Oui. Voilà. Et je pense que si on n'avait pas eu ce super copain à nos côtés par rapport à ça, on aurait peut-être déboursé beaucoup plus. Il a vraiment été d'un super conseil. Il nous a dit ça c'est important, ça c'est pas important. Il nous a fait la révision de nos vélos avant de partir. Pro bono, enfin voilà. Le gars, il vous a suivi pendant le voyage. C'est la avec voiture. un support technique et C'est tout. ça. à un moment, on a évoqué l'idée, mais bon, il se déplace à vélo, donc. En tout cas, pour en revenir au budget, donc 300 € pour les 2 vélos. Voilà. Ça c'était pour les C'est 2 vraiment vélos. pas cher. Je pense que c'est vraiment pas cher et que à chacun de voir en fonction peut-être du type de vélo qu'il a, savoir si c'est en bon état, pas bon état. On n'avait pas non plus beaucoup à débourser. On avait économisé pour cet été, mais pas une quantité astronomique, donc on a aussi pensé comme ça. Mais alors du coup, vous partez, l'idée étant de réparer vous-même vos vélos si jamais il y a une crevaison, si jamais il y a un problème au frein, si jamais il y a un autre problème sur un vélo. On embarque des pneus, on embarque... qu'est-ce qu'on a finalement dans une trousse à vélo de secours? Il y a plusieurs petites choses à avoir. Après, tout dépend les vélos. À savoir que nous, on voulait des vélos le plus simple possible. Il existe des freins à disque qui sont plus difficiles à réparer, qui nécessitent du matériel. Là, c'est juste des patins, les freins. Freins à gomme, donc. C'est ça, avec des gommes. C'est amplement suffisant. Ça se trouve facilement. C'est facile à comprendre le mécanisme. On bidouille un petit peu notre vélo avant de partir pour bien comprendre comment il fonctionne. Le réglage des vitesses. Après, des petites choses qui peuvent paraître basiques pour d'autres, mais pas pour tout le monde. Comment changer une chambre à air, comment la réparer aussi. Donc, on est parti en matériel. On a une pince, les bonnes clés pour démonter les roues. Parce que si on peut pas les démonter, ça marche pas.
Ouais, Et c'est sûr. c'est qu'on a rencontré des gens qui n'avaient pas les bonnes clés pour démonter leur roue et ils étaient embêtés juste pour une crevaison. C'est dommage. Mais vous étiez là pour les aider. Et on- Avec bah, les il y a bonnes plusieurs clés. Heureusement qu'on était Ah, là, oui. évidemment. Donc voilà, il faut une bonne pince, les bonnes clés, une chambre à air, des rustines. Hmm. Et après, avec de la débrouillardise, on a du scotch qui nous a Et de la servi patience aussi. et du non-énervement aussi. Voilà. Ouais. Et donc, et surtout, on voulait des choses, des vélos vraiment simples, Ouais. avec le moins de mécanique possible pour justement être capable de les réparer. Tu parlais d'énervement, Elsa, il y a un instant. Lequel des deux? Parce que effectivement, pour faire un trajet comme ça, un voyage comme ça, un périple comme ça, il faut à mon avis beaucoup de patience. Il faut être assez serein, assez zen. On peut pas être zen tout le temps non plus. Lequel des deux le moins zen, le plus, allez, colérique ou le plus impatient? Je dirais que ça Nerveux. dépend vraiment des situations Ouais. et qu'on a eu chacun nos moments où justement on s'est énervé ou voilà. Dans les quelques premiers jours, c'était clairement Jonathan qui avait envie de brûler son vélo Il et avait de la rouler palme. dessus, hein, voilà. Ouais. Et moi, c'était plus à la fin où je commençais vraiment physiquement à sentir que j'étais peut-être proche de ce que je pouvais atteindre déjà en termes de limites et où là, c'était un peu moi qui étais un peu moins patiente, je pense. Concrètement, sur l'orientation, je suis moins patient. Sur le ravitaillement et la nourriture, Elsa est beaucoup moins patiente. D'accord. Toi, Elsa, il faut que tu manges. Moi, il faut que je alors- mange. Non, c'est important. De la nourriture, toujours une petite gourmandise, parce que c'est important, sinon on n'avance pas. Concrètement, hein, c'est la récompense de la journée. Donc ça, il faut y penser. Oh, à la nourriture, plaisir dans un voyage comme ça, où on se dépense énormément. Ouais. On a fait entre 60 et 100 km par jour. Il faut penser à bien manger. C'est hyper important. Vous surtout- avez perdu des kilos? Alors, moi, non, c'est très injuste. Non, mais attention, parce que peut-être que tu as développé du muscle qui, Oui. je crois, Alors pèse plus concrètement, lourd que la graisse. mes vêtements étaient trop grands à la fin, mais Ouais. quand je montais sur la balance, je faisais le même poids. Par Ouais, contre, donc c'est ça, Jonathan, c'est Moi, j'ai perdu 3 kilos. Ah oui. Sur un mois. Regagné depuis? On est au mois de, Non, on est fin octobre je quasiment. les ai pas regagnés depuis. On Ouais. a été très actifs. On a fait beaucoup Ouais. de choses, beaucoup de travail physique, pas propice pour regagner le poids. Tu le disais il y a un instant, Elsa, toi t'étais un petit peu, tu sentais à la fin que tu étais plutôt au bout de tes limites. Est-ce que toi, John, tu aurais pu continuer le périple un petit peu plus longtemps? Je sais qu'il y a des trajets en vélo qui vont jusqu'à, il y en a un qui va par exemple jusqu'à la Norvège. Est-ce que tu aurais pu aller jusqu'à la Norvège comme ça en vélo? Donc c'est-à-dire concrètement rajouter, à mon avis, 3 mois. Hein. Ouais, alors ce sont des choses, j'aurais pu, oui. Après, l'important, c'est pas sur le rythme sur lequel on le faisait Voilà. Mm. Là, c'est ce qu'on disait Elsa, en moyenne, gros on rythme, là, parcourait quand même. 80 km par jour. Ouais. Sur 25 jours de voyage, on s'est reposé 2 jours. Et comme disait Elsa au tout début, ces 2 jours, alors où on se repose, c'est évident, mais il y a toujours de la réparation. Faut penser à faire les lessives. Faut pas, alors on n'a pas fait que 2 lessives, hein, mais faut quand même sur on ces tient 2 à le jours. préciser. Hein. Sur ces 2 jours, faut quand même penser à faire des grosses lessives, voilà, il y a toujours des petites choses à faire et c'est pas très reposant. Concrètement, si on n'avait pas eu ce rythme-là et qu'on était allé plus cool, je pense que j'aurais pu continuer. Mais là, effectivement, à la fin, on s'est pris aussi au jeu. C'était vraiment le challenge sportif de finir. Et tous les deux, on est des sportifs quand même. On aime ça, se fixer un objectif et l'atteindre. Et à la fin, on savait que c'était peut-être un peu beaucoup, mais on a voulu aller jusqu'au bout. Et donc, du coup, on a aussi un peu augmenté la cadence et le nombre de kilomètres qu'on s'était fixé par jour. Donc c'est-à-dire qu'au début, Voilà. vous aviez un certain kilométrage par jour, et finalement, petit à petit, il augmentait ce kilométrage. En fait, au départ, on Ah avait ouais. un prévisionnel, un idéal de 40 à 60 km par jour. Ouais. Mais il se trouve qu'aussi, en cours de voyage, on a dû modifier notre itinéraire parce que les routes qu'on souhaitait prendre, les véloroutes, n'existaient pas, n'étaient pas terminées. Donc, on nous a déconseillé l'itinéraire qu'on avait repéré initialement. Et du coup, on est passé par des endroits qui nous rallongeaient la route. Donc oui, pour finir, si on voulait arriver en Normandie avant le 1er août, et c'était notre objectif, il fallait augmenter la cadence. Alors, on le disait, Normandie, c'est donc l'arrivée. Le départ se faisait dans les Bouches-du-Rhône, précisément à Martigues, non loin de Marseille. Donc, celles et ceux qui connaîtraient pas Martigues, c'est juste à côté de Marseille. Il y a une 50aine de kilomètres de Marseille, au niveau de l'étang de Berre. Vous avez fait quoi comme périple? On est donc dans le sud-est de la France. Vous avez longé la Méditerranée, ou alors vous êtes plus rentré dans les terres pour aller jusqu'à Toulouse? Comment ça s'est passé? Donc c'est ça. Là, on Pour est la première étape, hein, je parle de Toulouse. Ouais. pour jusque Toulouse, c'est ça? Ouais. Donc on est parti de Martigues. Là, il n'existe pas de véloroute pour rejoindre. On voulait rejoindre le canal des Deux Mers, donc le canal du Midi dans un premier temps, à 7. Donc là, on a à la carte, on a navigué.
on va dire naviguer. Donc le on terme a est bien. longé la Méditerranée. C'est ça. Donc vous êtes passé par la Camargue. Oui. Ah ouais. Très joli, non? Journée Génial. en Camargue magnifique, Parc régional. mais il faut pousser les vélos dans le sable à plusieurs reprises. Oui. Et ça c'est délicieux. Ça, c'est sympa. Mais c'est génial. C'est Oui, c'est après, là où, la Camargue, c'est là où on a au deuxième jour, on a vraiment pris beaucoup de plaisir aussi. Ah ouais. La première journée n'était pas très très plaisante. On était beaucoup dans des zones commerciales, juste après Martigues, entre Martigues Portuaire, et puis Fos-sur-Mer. Oui, donc Port-de-Bouc, par C'est exemple. ça. voilà. Et là, Ouais. c'était pas très très agréable, surtout, pas adapté au vélo. Hmm. Là, on a traversé la Camargue, on y est arrivé, on a passé la nuit. Deuxième jour en Camargue, magnifique, joli, c'est génial. Hmm. Pour partir même en randonnée 1 ou 2 journées à vélo, c'est génial. Ouais. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Par contre, ouais, il y a un petit peu de sable. On a dû pousser, décrocher la remorque, porter la remorque, donc un peu Oui. fatigant sous le soleil, mais c'était vraiment génial. Puis Ouais. après, on a continué, on est sorti de la Camargue, on a pris 2 bacs, ça c'était cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ok, les bacs de San Giro, j'imagine. C'est ça. Voilà. Ouais. Le San Giro dans un premier temps, il y en a un deuxième plus à l'ouest. D'accord. Voilà. Ouais. Et puis après, on a continué, on a rejoint 7 en longeant la côte. Et là, cette partie-là commence à être aménagée à partir de un petit peu avant Palavas-les-Flots. D'accord. Mais jusqu'à Palavas, enfin, il y a des routes supposées pour les vélos, mais Mais ça ne l'est pas. Alors, Ça c'est l'est c'est pas, quoi une route aménagée pour un vélo? la route idéale aménagée pour un vélo, c'est donc c'est pas une voie partagée, c'est une route qui est destinée exclusivement aux vélos, D'accord, soit voie propre. propre pour les vélos. Et piétons. La voie idéale, c'est sans piétons. Et, Soit et à côté. sans autres cyclistes. Ouais, alors ça c'est encore mieux. Idéalement. Idéalement, si on est tout seul, c'est encore mieux. Soit à côté de la route, soit un peu à l'écart, c'est encore plus agréable à l'écart. Ces routes-là existent en France. Hein, on a quand même eu sur une grande portion, mais il y a aussi plein de portions où on partage les voies avec les cyclistes. les automobilistes. Avec Les les piétons, automobilistes et les piétons. Donc les Ouais. automobilistes, évidemment, c'est dangereux. Sur des nationales, les camions qui vous doublent, c'est pas une partie de plaisir. Ouais. Et les voies partagées avec les piétons, c'est moins désagréable, mais pas moins dangereux. Pas moins dangereux pour les piétons et même pour nous, parce que les piétons n'ont pas du tout l'habitude de faire attention aux cyclistes, ce qui est normal. Hein. Nous-mêmes, quand on est piéton, on s'est rendu compte qu'on faisait jamais attention. Mais du coup, dans les zones très touristiques, et c'était le mois de juillet, par moment, c'était compliqué pour nous parce que on devait sans cesse faire attention, des écarts parce qu'il y avait quelqu'un qui déboulait. Moi, j'ai failli, je suis tombée de tout mon long sur une belle chaussée parce que quelqu'un est arrivé sous mes roues et donc du coup, je me suis Vous avez écartée. des casques d'ailleurs? Non. Oui. Oui. Ah si. Par contre, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup on n'a pas croisé beaucoup de cyclotouristes avec des casques. Mais c'est-à-dire que j'imagine qu'avec la chaleur, ça doit être un peu inconfortable d'avoir un casque. Franchement, hein. alors Attends. après, c'est aussi parce que j'ai travaillé pendant 5 ans avec des patients traumatisés crâniens et Ah oui. donc pour moi le casque c'était non négociable. Ouais. Voilà. Mais en Après, réalité, on l'oublie rapidement. et Ouais, je comprends qu'on on se fait souhaite attention. ne pas l'avoir mais effectivement, ça peut sauver une vie, ça peut sauver beaucoup de choses. Donc Et ça c'était- protège du soleil, mine de Oui. rien. Il y a ça évite. aussi. T'as pas Ça besoin sert casquette, on a office de quand chapeau quoi aussi, mine de rien. Ouais. Voilà. Donc on en était au trajet. Là, on a dépassé avec vous la Camargue. On est arrivé au niveau de Palavas-les-Flots. On a continué, on a longé la Méditerranée. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour vous? On arrive à 7, où là, on rejoint le canal du Midi. Là où il commence un tout petit peu après 7, À si je me Agde. rappelle bien. Vers Agde, exactement. Et là, donc, on s'attendait enfin à avoir une véloroute vraiment adaptée, vraiment géniale, bien entretenue. Et alors, qu'en est-il? Et là, c'était un peu la déception, du coup, Ouais. parce que le canal du Midi n'est pas adapté. Enfin, c'est au vélo de route, c'est vélo tout chemin. C'est pas l'idéal, en fait. Donc, il y a eu des aménagements il y a quelques années. Il y a une époque où il paraissait très bien. Maintenant, c'est très, très peu entretenu. Voilà, dans l'Aude, en général, hein, ils l'entretiennent quasiment pas, ce qui fait qu'il y a beaucoup de broussailles. Ouais. Le passage pour passer est très étroit. On passe Surtout avec la petite carriole que vous aviez derrière. La Ouais, carriole, les heureusement, sacoches qui c'est sont une plus monoroue. larges Eh oui. aussi. Heureusement que c'était une monoroue parce qu'avec une biroue, ça aurait pas été possible du tout. Et oui, et donc, puis avec un vélo de route, et même Alsace en VTC, hein, pas d'amortisseur à l'avant, des racines, de la terre. C'était vraiment éprouvant. On parlait tout à l'heure des tendinites pour les épaules. Moi, Ouais. pendant 3 jours, l'épaule,
j'ai vraiment eu peur à force des secousses, les amortisseurs, c'est les épaules, quoi. De grosses douleurs aussi dans les mains pour diriger le guidon là-dedans, c'était pas facile. Après, ça a pas eu que des inconvénients parce que cette partie-là du canal, elle est superbe, elle est sauvage. On côtoie des écluses qui sont aménagées aussi, qui ont beaucoup de charme. On voit plein de péniches, plein de gens qui sont en vacances. Donc c'est assez agréable aussi. Et ça nous a permis aussi, des fois, comme on avait vraiment ras-le-bol de ce terrain complètement accidenté, de prendre des chemins de traverse et de découvrir des petits villages, notamment quand on est arrivé non loin de Narbonne. Voilà, des petits villages magnifiques dans les vignobles qu'on n'aurait pas vu autrement, en fait, et des paysages qu'on n'aurait pas vus si on était resté le long du canal. Donc là, voilà, c'était agréable aussi de pouvoir découvrir tout ça. Ouais. Arrivé à Narbonne, j'imagine que c'est là où se fait une déviation. Vous quittez la Méditerranée pour vous enfoncer un petit peu dans l'intérieur des terres pour aller direction Toulouse. Oui. Mais on n'est pas allé à Narbonne. On est allé jusque Béziers. D'accord. Et de Béziers à Carcassonne. Donc là, vraiment, on s'enfonce dans les terres. Donc c'est à partir de Béziers que vous avez exactement. Vous êtes un petit peu allé dans l'intérieur des terres. On peut descendre jusqu'à Narbonne. Il existe une véloroute. Ouais. Et nous, on a continué jusque Béziers pour justement rejoindre jusque Toulouse. Et là, on est passé à Carcassonne, où voilà, on a pu visiter Carcassonne, qui est une très jolie ville. Oui. Et à vélo aussi, c'est pratique du coup. Et puis après, on a continué comme ça, le long du canal. Et puis ce que disait Elsa, on sortait de la véloroute qui était initialement prévue parce que le revêtement pas idéal. Et c'était plutôt comique parce qu'on croisait d'autres vélotouristes. On décidait de sortir de cette véloroute. Et puis en passant dans les petits villages, on voyait d'autres qui eux avaient des remorques avec 2 roues, avec des enfants dedans. Et donc pas du tout praticable la voie verte, la véloroute. Donc on se croisait là comme ça un peu ailleurs. Donc là, ça serait un petit peu le coup de gueule que vous passeriez, par exemple, aux autorités, aux mairies, aux communes, aux départements, aux régions. Bon, maintenant, avec toutes les strates qu'il y a, on sait plus à qui s'adresser. Mais en tous les cas, c'est le coup de gueule que vous poussez. C'est pas bien entretenu. Ce qu'on a envie de leur dire aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont conçues. Parfois, on voit des structures qui ont l'air super élaborées et qui sont non fonctionnelles. Et ça se voit que ces gens qui ont conçu certains systèmes ne les ont pas essayés à vélo. Et donc, c'est déjà une bonne intention, mais parfois ça rend les chemins plus compliqués. Donc, il faut penser à ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient motivés pour se déplacer à vélo, mais qui ne le font pas parce que justement, il n'y a pas les pistes cyclables nécessaires, les aménagements nécessaires. Et puis voilà, il faut les tester ces structures parce que parfois il fallait qu'on descende de vélo alors que c'était censé être aménagé pour les vélos, pour ouvrir une barrière qui se refermait en 30 secondes sur nous parce qu'il y avait un ressort. Voilà, des choses d'un autre monde parfois. Après, je tiens juste à dire aussi, il y a une association qui gère toutes ces véloroutes, ces Euro-véloroutes même, parce que ce sont des routes qui traversent toute l'Europe, qui est un projet commun à l'Europe. Comment s'appelle l'association ? L'association qui est l'AF3V, l'Association française des véloroutes et voies vertes de France. Il me semble que c'est ça. Qui, je pense, fait un gros travail, qui milite beaucoup aussi. Voilà, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. Après, ça dépend toujours des communes, des régions. On a vu une grande disparité entre les régions, parfois. Entre les régions et entre les villages par moment, entre chaque municipalité. Donc, je pense que c'est une décision de chaque village aussi qui doit vraiment favoriser aussi ça. Et après, il est très difficile, même sur le site de la F3V, qui référence toutes ces véloroutes et voies vertes, de savoir si une route est praticable en VTT, en VTC, ou en simplement vélo de route. Cette association est super avec les projets qu'elle mène justement pour l'aménagement des eurovéloroutes, mais par exemple, il n'y a pas d'application qui rend ça hyper intuitif ou fonctionnel, alors qu'aujourd'hui, on est habitué à avoir des choses qui peuvent nous renseigner rapidement. Là, c'est un site internet qui, via un smartphone, fonctionne très mal. Finalement, effectivement, on nous dit oui, passez par là, mais on ne sait pas du tout si ça va être du VTT, si ça va être possible, pas possible pour nous. Donc, ça mérite ça aussi d'être amélioré vraiment en termes de fonctionnalité. Donc ça serait vraiment le petit coup de gueule guillemets que vous allez passer. Tiens, on en profite pour donner le nom du site, l'adresse du site que vous citez. AF3V, c'est le www.af3v.org, cette association donc d'utilisateurs des véloroutes et voies vertes. N'hésitez pas, si vous songez à faire un petit périple en vélo, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, il y aura plein de conseils. Mais effectivement, il manque une petite
un petit quelque chose pour que ça soit vraiment facile et interactif. Après, encore une fois, il y souple. avait certaines personnes qui avaient décidé d'avoir des GPS, choix que nous n'avions pas fait, parce que nous, on voulait pas dépendre d'une batterie, de matériel difficile à entretenir, etc. On voulait aussi pouvoir être libre de tout ça, demander notre chemin si on était perdu. Ça nous a permis de faire de très belles rencontres par moment. Donc voilà, c'est aussi un choix. J'imagine que les gens qui sont avec ce type de matériel sont mieux... Oui, parce que une fois que vous partez le matin, vous arrivez le soir quelque part, il y a quoi ? Il y a 8 ou 10 heures qui se sont écoulées. On peut imaginer qu'un GPS a une autonomie de quoi ? 4 heures, 5 heures, 6 heures ? Ça dépend. Alors, je me suis renseigné un petit peu pour savoir ce qu'il existait, si c'était possible ou pas. Il me semble que les GPS les mieux qui existent aujourd'hui, vraiment les GPS vélo qu'on fixe sur le guidon, il me semble qu'on a des autonomies de l'ordre de 12-13 heures. Donc, il faut quand même le recharger au moins tous les 2 jours. Oui. Donc, c'est assez contraignant. Sur un téléphone, c'est pas pratique du tout. On oublie, on laisse tomber. Et puis en plus, on voit pas. On voit pas bien. Et puis, est-ce que il y a des gens qui ont des problèmes de surchauffe qui utilisaient ça, et avec le soleil, la batterie qui chauffe plus le soleil qui tape dessus, le téléphone s'éteint. Ouais. Donc, on se retrouve sans moyen de navigation. Le meilleur moyen, ça reste quand même d'avoir une bonne carte. Et en plus de ça, je crois que ça faisait partie quand même de la philosophie qui était la vôtre. Exactement. C'était vraiment un peu, retour au naturel. On pédale nous-mêmes. Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'électricité. Exactement. On se débrouille avec nous-mêmes et nos outils assez classiques. C'est ça, être le plus autonome possible et donc dépendre le moins possible de technologie. D'où aussi le choix de ces vélos avec le moins de technologie, les moins sophistiqués possibles. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais avec le moins de mécanique possible, pour vraiment être libre et puis se débrouiller, se reconnecter un petit peu avec les gens, parler avec eux. Quand on a besoin de quelque chose, ça nous oblige à aller vers les gens et à leur demander. Alors, parfois, ils sont pas toujours de bons conseils. La petite anecdote quand même, c'est que quand on était près de Martigues, justement, au tout début, en plus, tout début, donc le premier jour, c'était la première heure où on partait et on était perdus déjà. Et on demande notre chemin à un bar et il y a un monsieur qui nous dit mais vous avez qu'à prendre l'autoroute. Et là on le regarde et on rigole quoi. J'ai habité quelque temps à Martigues, c'est l'humour martégal. Non mais alors il rigolait pas, c'était pas une blague. On lui dit mais enfin on est à vélo. Il dit il y voyait pas d'inconvénient. Et surtout il nous disait c'est le seul moyen d'y aller. Il y a qu'un moyen pour aller là où vous voulez aller, c'est par l'autoroute, il y a pas d'autre route. Et nous on lui dit si, clairement c'est sûr qu'il y en a une autre, mais voilà, donc ça c'était la petite chose délicate et qu'on a appris au fur et à mesure, c'est que quand on demande à des personnes lambda entre guillemets, comme ils ont l'habitude, tout comme nous, de se déplacer en voiture, ils connaissent pas du tout les chemins qui pourraient être accessibles à vélo. Et donc notre astuce à la fin, c'était de repérer des cyclistes qui étaient en tour du dimanche. D'accord, et qui pouvaient avoir voilà, des notions, et ça a super bien marché, par contre. Un dérailleur cassé, 2 crevaisons, un rayon cassé, un accident fatal vélo versus camion évité, un chapeau perdu, très beau chapeau, enfin oublié sur une plage, un dérapage forcé pour éviter une piétonne inconsciente, de multiples détours inutiles, l'inauguration des engueulades à quelques centaines de mètres de distance dans le vent et les klaxons. 5 nuits en bivouac sauvage et 11 nuits en camping. 7 nuits en dur, amis, gîtes, hôtels et un warm shower. Tout le registre de trio, chanter, chuchoter, crier, déformer, chantonner. 5 rencontres débordant de générosité. Jean-Marc, les 2 cyclotouristes des villes, le propriétaire de l'hôtel 5 étoiles, les parents de Magali. 2 mètres carrés d'espace de vie. Entre 0 et 1 livre lu, versus les 10 livres téléchargés sur la liseuse. Un certain nombre de soirs où on s'est endormi avant 21h, oui. 13 départements traversés. Plus de 2000 km sur tout l'été. Une coupe du monde gagnée. Pas mal de petits restos et de bières locales dégustées. Un délicieux bain dans une rivière entourée de libellules. Et un bon développement de nos capacités de système D. Je crois savoir qu'il y a eu une rencontre qui a été une belle rencontre, un peu décisive, me semble-t-il, dans votre voyage. Elle s'est faite à Toulouse, cette rencontre, puisque, on va le dire, vous dormiez, vous essayiez, quand c'était possible, de dormir chez l'habitant, avec le site qui s'appelle... Warm Shower. J'allais pas donner celui-là, mais d'accord. Warm Shower, d'accord. Oui, c'est ça. Je crois que c'était Couchsurfing. Alors, en fait, Warm Shower, c'est spécialisé Warm Shower pour les cyclotouristes.
c'est un réseau de cyclotouristes, c'est comme Couchsurfing, Super. mais c'est que je pense que j'imagine que si quelqu'un d'autre, voilà, mais en tous les cas, on est sûr, si on va sur Warm Shower aussi, de tomber sur des gens qui ont l'expérience des différentes routes de leur région. Et donc oui, à Toulouse, c'est grâce à ce site-là qu'on a trouvé. Ouais. Alors, on va le saluer d'ailleurs, Jean-Marc, cette personne, on va la saluer. Il va vous donner des conseils, il va vous parler, il va vous motiver. Comment ça s'est passé cette rencontre? En fait, quand on est arrivé à Toulouse, donc à savoir que le canal du Midi était très difficilement praticable dans l'Aude. C'était vraiment très difficile d'avancer et là on se posait beaucoup de questions de savoir comment on allait faire. On a eu beaucoup de problèmes d'orientation. Donc là, il y avait un peu de démotivation, on va dire. D'interrogation, pas de démotivation. Ouais. On savait qu'on voulait continuer, ça nous plaisait, mais vraiment c'était très difficile de s'orienter. Donc on savait pas trop. Parce que l'idée c'était avant Toulouse justement de partir vers le nord de la France, de sortir de cette Eurovéloroute pour aller tout droit en traversant le centre de la France. Donc ça aurait été de passer vraiment par alors Montauban après Toulouse, remonter vers Cahors. Et ouais, c'est ça. Et après, on n'avait pas défini de tracé précis, mais on voulait, c'est ce qu'on voulait faire un petit peu. Et finalement, c'était vraiment difficile. On a décidé de suivre donc cette véloroute. Et arrivé à Toulouse, on a cherché où dormir. Et donc, on est passé par ce réseau Warm Shower. Jean-Marc nous a répondu favorablement. Et c'est surtout, il nous a répondu alors qu'il était en sortie vélo lui-même. Il a un ancien portable comme on les connaissait il y a 15 ans. Sacré Jean-Marc. Et c'est surtout que du coup, d'habitude, il dit non, mais moi, mon portable, quand je suis en sortie vélo, je le décroche pas. Mais là, je l'ai entendu, je vous ai répondu et en fait, du coup, il nous a rejoint alors on l'a rejoint en train de rouler. Il nous a retrouvé, il nous a rattrapé. Et on s'est pas arrêté même pas pour se serrer la main. Il a klaxonné, il a dit c'est moi Jean-Marc, suivez-moi, je vous amène jusqu'à la maison. Super. Et c'était génial. Ouais. Et donc voilà, donc c'était beaucoup de repos aussi, puisque ce jour-là on n'avait pas beaucoup roulé, puis il nous a très très bien accueillis chez lui. Donc ce réseau. Alors qu'il avait rien prévu. Enfin, il avait rien prévu, c'était de l'impro. C'était vraiment à la dernière minute. Il vivait seul, Jean-Marc? Il a une compagne, elle était absente le jour où on est arrivé, on est resté un petit peu et le soir elle nous a rejoint, elle est rentrée à la maison. OK. Donc on a eu la chance de la rencontrer aussi. Et voilà, donc il nous a donné beaucoup de conseils il nous a conseillé, il nous a nourris comme des rois, il nous a offert une chambre. Il nous a offert une chambre gigantesque avec sa propre douche. On était au cœur de Toulouse? Pas du tout, on était dans la banlieue de Toulouse, mais D'accord. Il avait conçu sa maison lui-même pour qu'elle soit neutre en énergie. Il avait son potager de permaculture, ses petites poules. Il nous a fait un tour guidé de tout ça. Il nous a même amené jusqu'à Toulouse pour nous faire visiter la ville à pied, qu'on a sillonné avec lui pour voir tous les spots sympas. C'était vraiment génial. Une maison qui fonctionne en économie autonome, c'est, il me semble, quelque chose qui vous intéressait particulièrement avant même de commencer ce périple. On va le voir tout à l'heure, puisque après l'itinéraire que vous avez fait, cette traversée donc de France depuis Martigues, les Bouches-du-Rhône jusqu'à la Normandie. Après ça, il y avait un mois d'un autre projet. Les deux ont été cumulés finalement, mais complémentaires, mais qui avait donc un lien avec le fait de proposer un autre habitat, de vivre dans un habitat un petit peu spécifique. Un habitat le plus économe possible en énergie, le plus autonome possible. Et vous avez fait du woofing, comme on dit, après ce périple en vélo. Mais on n'y est pas encore. On est donc à Toulouse. On est avec Jean-Marc. Et donc avec Jean-Marc, on apprend plein de choses. On visite Toulouse, les bons spots, et puis donc il vous fait dormir chez lui. On mange tellement bien aussi. On mange bien. En plus à Toulouse, on mange bien. Là, vous restez une soirée chez lui, une nuit. Une grosse journée. Une nuit. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc le lendemain, ça y est, vous êtes motivé à fond. Vous avez les bons plans de Jean-Marc. C'est ça. Et donc on file direction l'océan. Direction Bordeaux, en fait. Il nous a conseillé du coup de partir vers Bordeaux via le canal le canal latéral à la Garonne. Le canal latéral à la Garonne. Donc on va passer par Auch? Non, vraiment. Là, après de Toulouse pour aller jusque Bordeaux, je me rappelle plus exactement, mais il existe une Eurovéloroute encore. C'est la même Eurovéloroute que celle qu'on avait prise et qui nous emmène jusque Bordeaux
Je me rappelle. Alors du coup, on passe par... Alors là, Elsa est en train, je le dis, je décris la scène qui est intéressante. Elsa a sous les yeux le carnet de route, puisque vous aviez avec vous ce petit carnet qui est très joli, c'est un carnet vert et qui s'appelle Bicycle Riders Notebook. Et donc dans ce carnet vert, vous notiez évidemment tout le parcours, les expériences, voilà. Tous les soirs, on faisait un résumé de la journée. Ouais. Alors du coup, on est parti de Toulouse pour aller ensuite jusqu'à Moissac. De Moissac, on est allé vers Agen, Damazan, Sérignac-sur-Garonne, Damazan. Donc vous avez un petit peu remonté. On est remonté. Vous êtes ensuite, un petit peu remonté vers Frontenac. Ouais. Tout ça, c'est des petits noms de villages généralement. Hein. Frontenac et Bordeaux. Et après, on s'est arrêté un tout petit peu après Bordeaux. D'accord. Donc en passant peut-être à côté de Marmande, pas très loin de Marmande. Ça me dit quelque chose au niveau du nom. Oui, on a dû passer à côté, oui. Non, mais ma maman est née à Marmande, Voilà. c'est pour ça que je connais le. Voilà. Je pense qu'on était pas loin. Donc vous êtes arrivé à Bordeaux. Donc là, entre Toulouse et Bordeaux, vous nous confirmez que la route est vraiment belle et adaptée pour les vélos. Elle est parfaite. Ça roule. Il n'y a pas de bosse. Il n'y a pas de prise de tête par rapport à. On parle de voie propre. Voilà. Et puis surtout, on n'a pas à réfléchir à où on va. Tout est très clairement indiqué. Voilà. Et ça fait du bien mentalement parce qu'on sortait quand même d'une période où il avait fallu se débrouiller pour aller là. Là, au moins, voilà, on allait tout droit, on suivait le canal. Tout était clair. Les moyennes de vitesse tout de suite ont augmenté, plus reposant. On parcourait beaucoup plus de distance. On a réussi à faire les 80 km à partir de là. Donc c'est vraiment la transition, c'est assez flagrant. D'ailleurs, alors qu'avant on était sur du 40 km par jour, max. Ouais, 50 km, on avait, mais avec beaucoup de difficultés. On était vraiment épuisés. Ouais. Et là, c'est quand on est dans l'Aude, très très difficile, ce qu'on disait tout à l'heure, pas entretenu. Et là, on sort de l'Aude, c'est écrit bienvenue en Haute-Garonne, si je dis pas de bêtises. Oui. Et là, tout de suite, une belle piste d'asphalte qui longe le canal. Magnifique, et là ça va génial, on traverse Toulouse, très bien indiqué, cette ville est très bien faite pour les vélos, et après vraiment des pistes comme ça jusqu'au bout, jusque Bordeaux, où vraiment c'était génial, c'est très bien indiqué. Sauf à Bordeaux par contre. Hein. Ouais, mais dans toutes les grandes villes. Parce que du coup, quand vous arrivez dans une grande ville, déjà ça doit être un petit peu perturbant, j'imagine. Vous avez vécu, vous faites des kilomètres dans la nature, vous voyez pas grand monde, c'est top. Et puis là d'un coup, il y a plus du tout de voie propre ou pas beaucoup. Pas beaucoup. Tout à coup, il faut faire attention aux véhicules. Il faut réussir à suivre les panneaux des véloroutes qui sont pas forcément bien mis en évidence. C'est là où on disait que peut-être ça mériterait d'être que les gens qui conçoivent ces signalisations, parce qu'elles sont présentes quand même, en fait. C'est ça qui est dommage, elles sont présentes, mais juste, concrètement, quand on est dans le truc, on se perd. On se perd, on sait plus où on doit passer. Il se trouve qu'à Bordeaux, on a eu beaucoup de chance. On a commencé à demander notre trajet à un cycliste qui était là en sortie lui aussi. Et en fait, petit à petit, il nous a amenés jusqu'à la sortie de Bordeaux. Il nous a servi de guide aussi dans Bordeaux, à vélo. Et il nous a... Je sais pas, du coup, pour nous faire traverser, c'était 1h30 peut-être de temps où il est resté avec nous. Ah ouais. Il a consacré son temps à ça. En fait, ouais, on a eu beaucoup de chance. Là, ça a été encore une belle rencontre. Oui, alors génial. Il a dû lire la détresse dans nos yeux, parce que lorsqu'on est arrivé dans Bordeaux, on s'est retrouvé dans la circulation, et puis la voie verte fermée pour travaux. Alors c'est très bien, il l'aménage. Du coup, une déviation qui est installée, et puis au bout du deuxième panneau, on savait plus où il fallait aller, parce que il y avait plus de panneaux. Et ça fait beaucoup dans les grandes villes. Et là, il nous croise, il nous dit bonjour, il regarde nos vélos, je lui dis bonjour, puis on lui demande, au fait, pour rejoindre la véloroute, pour aller jusque Lacanau, c'est par où? Je dis c'est bien par là. Il me donne les indications, puis après me les avoir données, je retiens vaguement, et en fait, à la prochaine intersection, une fois qu'il est parti, il nous attendait. Il nous a dit allez, venez, je vous guide, je vous emmène. Donc il nous a fait une petite visite de Bordeaux. Ouais, il se trouve aussi que ce monsieur, on se souvient plus malheureusement du nom de l'association, et on a essayé de la chercher, mais il tenait une association de cyclistes, mais de cyclistes un peu extraordinaires. Alors, parce que c'était pour... C'est un monsieur, si j'ai compris, qui récupère des vélos avec 3 roues à l'avant. Comment on appelle ça, des tricycles? Ah non, avec des tricycles. Avec 3 roues à l'avant. Ouais, pas 3 roues à l'avant, mais avec une espèce de bac. Voilà, c'est ça. Donc, il récupère, on va dire des tricycles, ou des triporteurs, il me semble que c'est ça. Il récupère ces vélos, il les restaure et les adapte pour emmener des personnes en situation de handicap pour les emmener en balade. Donc il organise des randonnées avec et parfois sur plusieurs jours. Et sur plusieurs jours même. D'accord. Et donc voilà, c'est
encore une très très belle rencontre, un monsieur qui nous a beaucoup aidé. Lui, on a son prénom ou pas? On n'a pas son Non, prénom. il y a pas le prénom. Ouais, non, on n'a pas. Moi, je me souviens de sa tête, mais j'ai pas son prénom. Si on le revoit, on saura le Il a reconnaître. une belle moustache. Bon, un monsieur à moustache vers Bordeaux, qui est donc dans une association de tricycles. On a recherché, j'ai Et pas qui aide retrouvé les le personnes nom. en situation de handicap à se balader en vélo également, en tricycle en tout cas. S'il nous entend par le biais de ce podcast, qu'il se manifeste, Ça serait génial. Ouais. ça nous fera plaisir. Vous êtes donc à Bordeaux, vous quittez Bordeaux grâce à ce monsieur, vous empruntez à nouveau une belle voie, direction Lacanau. Donc là, on se dirige vers Lacanau et on tombe sur une piste cyclable absolument toute droite dans la Pinède. Oui. Et là, on est un peu pris de C'est beau, désespoir. hein. Ah non. C'est très beau, mais tout droit, c'est dur. Psychologiquement, c'est très dur. On n'avait jamais eu d'endroit vraiment absolument tout droit. On voit pas le bout du Non. bout. Ils Ah se oui. sont pas posé de questions. Ils ont dit de Bordeaux à Ils ont- Lacanau, et puis par où surtout, on passe. Il y avait un Eh ancien ben, on chemin de passe fer, tout ils droit. ont revêtu le chemin de fer et puis voilà. Et ce qui en soi est pas désagréable, C'est mais confortable. c'est un peu usant Ouais. psychologiquement. Donc finalement, c'est arrêté avant Lacanau. Aussi parce que ça faisait quand même 80 km facile. Donc on a trouvé un petit gîte qui s'est libéré à la dernière minute pour nous et on a fait une bonne nuit avant de repartir vers Lacanau. À Mais alors, Sainte-Hélène. à Sainte-Hélène. Lorsque vous passez par là, quel est l'objectif? Parce qu'il me semble que pour aller ensuite de l'autre côté, c'est-à-dire arriver vers Royan, il faut prendre un bac. Là, encore Oui. une fois, il y a un Ouais. bac. Hein. C'est le Encore un deuxième bac. bac dont on Troisième parlait. bac. Et Troisième là, bac. ce sera le troisième. D'accord. En Camargue, il y en a eu 2. Ok. Donc là, ça se fera depuis un village qui est tout joli d'ailleurs, le dernier village avant de prendre le bac pour Royan. Soulac-sur-Mer. Ah, Soulac, c'est ça, oui, Soulac-sur-Mer. c'est très joli. Exactement. Oui, Je oui, l'ai ça, visité il y a pas longtemps. Je l'ai Ah oui. visité il y a 3 mois. D'accord. Et très très joli. Ouais. Et puis effectivement, donc il Et faut oui. aller, il faut prendre ce bac pour aller jusqu'à Royan. On va juste le souligner quand même. Le bac est pas donné. Je sais pas si vous vous souvenez du tarif. non, pour les vélos, c'était pas si cher. C'était pas si cher. Non. Ouais, je pense que pour les voitures peut-être, Ouais. mais pour les vélos, Ah, c'est pour les vraiment voitures, pas c'est assez grand-chose. cher. Hein. Non, pour les vélos, c'était payant, là où les autres bacs qu'on avait D'accord. pris jusqu'à maintenant étaient gratuits pour les vélos. Celui-là, c'était payant, mais ça, on s'est pas pas dit cher, ouais. qu'on s'était ruiné. Je me souviens plus. Hein, mais Non, parce que le bac des Salangiro, par exemple, il me semble que la traversée, alors je parle d'une traversée en voiture pour le coup, mais je pense que c'est 5 €, un truc comme ça. à vélo, c'est gratuit. Gratuit à vélo. À vélo, c'est gratuit. Le bac de Soulac jusqu'à Royan, il me semble qu'on est sur du 17 € Ah oui. l'aller. Voilà. Donc, et si c'est pas plus, hein, d'ailleurs, faudra vérifier. Nous, à vélo, il me semble qu'on a payé 6 € 6 pour €. nous deux. Bon, Donc, mais là, quelque donc, chose de genre c'est qui correct. est très raisonnable. Il me semble. Mais je suis pas Ouais. certain. Ouais. D'accord. Bon, enfin, en tous les cas, c'est quoi qu'il en soit très beau de passer Ouais. ce canal. Très sympa. C'est magnifique. Et donc là, vous arrivez de l'autre côté. Royan, comment c'est? C'est- Non, Royan, c'était joli. C'est joli. Royan, la véloroute nous fait passer sur la côte. On voit les jolies maisons, les jolies petites plages. C'est plutôt agréable. Ouais. C'est après Royan que c'est moins. Comment sympa. ça s'appelle? Il y a Rochefort après. Alors voilà, Rochefort. Avant ça, il me semble que c'est après Royan où il y a la Palmyre, si je dis pas de bêtises. La Palmyre. Donc on a longé vers l'ouest, on a longé la côte, où on a suivi l'Eurovéloroute 1 qui longe toujours la côte quasiment. Hein. Donc ça fait faire beaucoup de détours. C'est Et donc Palmyre, pas Trop très... Palmyre, pas très jolie, cette Bon. zone pas très jolie. À savoir aussi que toute la côte est de cette région, c'est une zone naturelle. Est. Ouest, pardon. Et c'est une zone naturelle qui est protégée, une jolie pinède. La véloroute passe au milieu de cette pinède, c'est vraiment génial. Par contre, voilà, le bivouac est interdit. Et là encore, un autre petit coup de gueule, c'est que on cherchait un camping où dormir, pas très cher, et on trouvait que des campings 5 étoiles Oui. avec des tarifs exorbitants. Qui coûte presque plus cher que les hôtels maintenant. C'est ça. 50, on nous a proposé 50 € la nuit Et ouais. pour poser notre tente de bivouac qui fait 2 mètres carrés à peu près. Et vous hein, n'avez donc, pas dit oui? Je comprends pas. Et du coup, c'est vrai que ces campings nous ont fait doucement sourire parce que amoureux de la nature et de l'environnement, on nous dit que c'est une zone naturelle protégée, donc on comprend pourquoi on peut pas planter la tente, mais on comprend pas par contre pourquoi il y a un camping 5 étoiles avec des gros complexes aquatiques, etc. et qu'on puisse pas tout simplement planter la tente dans un petit endroit plutôt respectueux de l'environnement, ce qui n'était pas le cas de ces campings, malheureusement. Ouais. D'ailleurs, donc le bivouac a été la solution là. Non. Non. Là, du coup, on a dû... Et non, parce que c'est protégé. c'est- Eh ouais. exactement. Et donc, on voulait respecter aussi cette interdiction. Et voilà.
Donc on a continué. Et là, ce jour-là, on a roulé plus que prévu. Ouais. On était vraiment Donc épuisés. centaines de kilomètres là. Ouais, c'est ça. Donc 98. voilà, 98 kilomètres. Donc à l'arrivée, on était vraiment épuisés jusqu'à trouver un petit village où on a trouvé un camping municipal. Et on a pu regarder là, c'était la finale. C'était la finale de la Coupe du Monde, du coup. On est donc au mois de juillet, en plein mois de juillet. Et alors la finale, je sais plus quel jour c'est. Le 14? Je sais plus. Non, 14 juillet. non, c'était après le 16 juillet, il me semble. Quelque Ouais. chose comme ça. Vous devez l'avoir dans le petit vais calepin chercher. que vous avez sous les yeux, le petit carnet de bord. En tous les cas, donc là, vous avez enfin trouvé un prix raisonnable pour aller au camping. Donc Oui. ça s'est bien passé. Le bivouac, de manière générale, ça a été l'une des solutions de temps en temps. Vous avez beaucoup bivouaqué ou ça s'est fait de manière ponctuelle, très ponctuelle? C'était il me semble qu'on a fait 5 ou 6 bivouacs. 6, il me semble. Voilà, donc ça reste ponctuel, mais quand même. Donc on va dire un jour sur 3, il me semble. Peut-être un peu moins. Et en général, c'est quoi? C'est dans vous bivouaquez sur les plages, vous Alors, bivouaquez non, sur dans les les plages, bois non. Dans les bois. Ouais, alors on peut les retracer. Hein. Il y a eu une première nuit dans un vignoble. Dans Ouais. un vignoble, ouais. Ouais. Et du coup, en fait, on était censé s'arrêter dans un village où il y avait un camping. Et sauf qu'arrivé dans ce village, il n'y avait pas de camping. Donc quand on a appelé la mairie, ils nous ont autorisé à planter la tente sur le terrain de foot. Sur le stade municipal. Sauf que quand on y est allé, on s'est dit qu'on n'avait pas du tout envie de planter la tente là. C'était au milieu du Pas village. hyper agréable. Non. Puis On les est gens, d'accord. les gens nous regardaient Puis un les gens peu nous étrangement regardaient, quand même. Oui. Donc bon, au final, Surtout que je veux pas dire, mais ça fait des trous dans la oui, pelouse puis du stade. Alors, en plein milieu du truc. Là, savoir que c'était pas vraiment un stade de foot, c'était un stade municipal. Imaginez un gros terrain vague où on peut jouer à la pétanque. Ouais. Et nous, on était au milieu de ça, entouré de bâtiments, quoi. Donc au final, un peu au étrange. moment de planter la tente, on a dit non, on va pas là. On a fait on est sorti du village, on a vu un petit chemin qui partait dans un vignoble. On l'a pris, on a installé notre tente dans un vignoble et le lendemain matin, quand on s'est réveillé, on a croisé le vigneron qui nous a fait coucou, hyper content de nous voir, parce que nous on se disait quand même on est dans un vignoble, Ouais. même si on avait fait À attention. tout moment, la carabine arrive. Ouais. On s'est dit quand même, mais sauf que non, ça avait l'air de le réjouir de savoir qu'on avait dormi là. Après, je pense qu'il y a aussi ça dépend de la façon dont on le fait. Oui. On a une tente de bivouac qui est vraiment toute petite. Il y a nos vélos qui Ouais. sont à côté, eux aussi. Voilà, on laisse aucun déchet traîner. Les gens se rendent vite compte, hein, puis même lorsqu'ils viennent nous parler, ils se rendent vite compte. Au contraire, ils sont intéressés. C'est 2 cyclotouristes, on leur dit qu'on traverse la France à vélo, et tout de suite, il y a aucun problème, ils nous laissent tranquilles. Question bête et très pratique. Lorsqu'on dort, on laisse les vélos. Évidemment, on dort pas sur les vélos, donc on laisse les vélos en dehors du bivouac. Comment ça se passe? On les attache avec des cadenas? On les attachait toujours, nous. On avait une... Sauf qu'un cadenas, ça pèse vraiment lourd. Enfin, c'est pas neutre pour transporter un cadenas Ouais. tout au long du périple. Ça rajoute du poids, mais Ah ouais. hélas, je pense que c'est indispensable, Ouais. en tout cas Ah en oui. France. Aussi, si on Mais- veut, par exemple, poser les vélos à un endroit et puis aller déjeuner à la Oui. terrasse d'un restaurant sans avoir toujours les yeux rivés sur les vélos, même si c'était Bien le cas sûr. quand même, il faut un cadenas en fait. Mhm. Parce que même quand on dormait en pleine nature, quand on dormait dans les campings, on n'aurait pas envisagé de ne rien avoir. Et puis du coup, ça nous permettait aussi d'abandonner les vélos à un endroit, de les laisser, on les accrochait. Oui. Après, à savoir, c'est pas des vélos de valeur, ce qu'on disait au début. Donc ça attire moins les gens. Quand ils Oui. voient nos vélos, ils disent pas que c'est des super beaux vélos. Il n'empêche, si on vous avait volé les vélos, ça aurait été compliqué pour vous. Ouais, parce que là, vous ça aurait été voilà. beaucoup plus compliqué. Bah hein, ouais, pour faut repartir finir en notre train. trajet. On aurait et, fait du stop, stop. Bon, donc là, on a parlé de ce bivouac. Il y en a eu d'autres de bivouac rigolos. Il y a C'est eu, après le chemin qu'on le fasse dans l'ordre. C'est après Alors, ou donc c'est derrière celui-là, nous? Ça, c'était derrière nous. C'est derrière nous. Ouais. Donc c'est. Mais les C'était avant prochains, Toulouse. les Les prochains prochains sont. non, encore derrière l'étape où on était. Ok, derrière. Alors il y en a. Il y en a eu un le long du canal du Midi. Ok. Ou normalement, c'est interdit c'est- aussi. Alors oui, Mais là, alors on là, si trouvait on nous rien. écoute, peut-être qu'ils vont nous mettre une amende à distance. Je sais Justement, pas. j'ai un appel pour vous. C'est la préfecture. En tous les cas, on a trouvé un bout du chemin qui était peu usité. Mhm. Et du coup, on a décidé, en réfléchissant, on s'est dit, ok, bah, on va planter la tente là. On s'est mis sur le côté du chemin au cas où il y avait quand même des joggers qui passaient, etc. Et on a dormi là, au bord du canal, pique-nique le matin et le soir. Enfin, c'était très Avec agréable. les moustiques. Il y avait beaucoup de moustiques. oui. Voilà. Et il y a eu un 3e bivouac dans le jardin d'un particulier. Ah oui, ok, on a demandé simplement. Ouais. On est arrivé, puis bon, on a demandé à ce monsieur, on dit voilà, c'est à vous ce bout de terrain là.
Il dit oui, bon voilà, avec ma copine, on est à vélo, on cherche un endroit où dormir. Je lui dis, y a pas de problème, plantez la tente. C'est-à-dire que les gens, quand on est à vélo, quand même, sont vraiment très très sympathiques. Et vraiment, ils nous aident. Ça, c'est vraiment agréable. On a eu beaucoup de personnes qui ont été très pour très trouver généreuses. de l'eau, pour des indications. Vous pensez que justement le vélo est un objet qui rassemble, qui fédère, qui rassure même? On a eu beaucoup de questions. En fait, les gens observaient notre pactage parce que c'est quand même quelque chose. On avait souvent beaucoup de questions, savoir d'où on venait, jusqu'où on allait. Ils étaient souvent très étonnés. Enfin voilà, ils nous posaient des questions, savoir si on s'était entraîné à vélo, combien de kilomètres on roulait. C'était vraiment un objet de curiosité. C'est un super vecteur pour rencontrer les gens. C'est génial. Ouais. D'ailleurs, il y avait pas eu, on l'a dit un petit peu au début, mais pas eu d'entraînement, ça devait faire halluciner les gens, ça. Ils étaient souvent très bluffés. Ils disaient mais c'est pas possible, c'est sûr qu'avant vous avez fait. Non. Alors c'est sûr qu'on n'est pas des gens inactifs dans la vie. On est plutôt. Vous êtes plutôt sportifs quand même. Oui, bien sûr. Mais c'était pas une année où on avait été hyper productif en termes de sport non plus. On fait des randos, on va courir de temps en temps. On a chacun nos activités sportives, mais c'est pas on n'est pas non plus ultra sportif, accro à la salle de sport. Alors après, il est évident que c'est un défi sportif. Lorsqu'on l'a fait, c'était un défi sportif. Par contre, à aucun moment on a voulu abandonner ce côté de plaisir. Avant tout, c'est de partir pour du plaisir, vraiment de s'amuser, de s'éclater. Et je pense que ce type de voyage est accessible à beaucoup de gens. Même quelqu'un qui donc ne fait pas du sport tout au long de l'année. Il suffit de l'adapter, juste. Il suffit de l'adapter. On entend beaucoup de gens qui disent c'est quand même génial ce que vous faites. Nous aussi on aimerait bien faire ça. Et en fait, j'ai envie de leur dire à ces gens, fais-le à ton niveau. Tu prends ton vélo. Et puis tu pars. Si tu fais le nombre de kilomètres que tu veux. On a vu des familles, des gens qui étaient avec des vélos ultra chargés avec 3 enfants, 2 adultes, un couple et 3 enfants. Et quand on a parlé avec eux, on dit mais c'est incroyable ce que vous faites. C'était le long du canal du Midi en plus. Et ces gens disent mais on fait entre 15 et 20 kilomètres par jour et c'est suffisant. Et puis, nous disait, avant, on était comme vous, on a fait tel voyage à vélo, on était tous les deux, et puis on adore ça. Alors pourquoi on a des enfants, on a envie aussi qu'ils découvrent ça. Juste, on est beaucoup plus modeste dans nos objectifs parce que c'est beaucoup plus dur, plus lourd. Et puis, avec des enfants, la logistique faut faire attention, est différente. Mais, donc c'était aussi assez bluffant de voir ça. C'est possible, en tout cas, tout pour est possible, beaucoup de gens. Mais comme dans le voyage en général, au-delà du voyage à vélo, en général, tout est toujours possible. Alors, on est donc, on va revenir sur notre parcours parce que sinon, on va jamais y arriver. Je pense qu'on arrive en Normandie dans 4 heures. On est donc là après Royan. On a quitté Royan déjà. On est passé par Palmery. Non, comment tu La Palmyre. La Palmyre, voilà, c'est ça. On est passé par là. Ça nous a pas forcément beaucoup plu, la Palmyre. Royan nous avait bien plu. Ouais. On a continué. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Donc voilà la finale, donc dans ce petit village dont Ronces-les-Bains. C'est ça. Ouais. Voilà, donc à Ronces-les-Bains dans le camping municipal où on a fait la fête pour voir cette finale. Et après on a continué vers le nord. Jusqu'où nous sommes allés après ça? On a fait Rochefort. Ah voilà. On est arrivé à Rochefort. La Rochelle. La Rochelle, alors comment c'était? La Rochelle, la traversée de la Rochelle et périlleuse. Et heureusement, là aussi, il y a eu un petit retraité en vélo couché, qui circulait en vélo couché, qui nous a posé des questions parce qu'en fait, on avait chacun un t-shirt où c'était écrit Marseille dessus parce que c'était un t-shirt d'une course sportive qu'on avait fait dans l'année. Et oui, donc c'est Marseille qui va vous lier à cette personne de. C'est ça, ouais. Et puis donc, La Rochelle. Il nous a fait traverser La Rochelle. Et en plus avec une visite guidée touristique, donc génial. Il nous expliquait l'histoire des bâtiments, c'était vraiment top. En nous donnant des indications sur, là en l'occurrence, suivre la véloroute, ça nous prenait vraiment beaucoup de temps. Et nous indiquait un petit raccourci à prendre, qui était lui aussi très joli, très sauvage. Et qui longeait la mer. Voilà. Génial. Donc on l'a suivi, pas sans difficulté, parce qu'au niveau de l'orientation, c'est toujours un peu difficile quand on part comme ça. Et on avait une carte au 1/200 millième, ceux qui connaissent que c'est pas beaucoup à vélo du coup. Et c'est pas très précis. C'est pas très précis du tout. C'est une carte routière pour les automobiles. Il vous fallait toute la France quoi. Ouais, c'est ça. Comme on savait pas où on allait, donc voilà. Et donc on a suivi son raccourci et ça nous a permis de gagner du temps et en plus de voir des lieux vraiment très sauvages. Et là après on est arrivé, il me semble que là la région sauvage en Charente-Maritime, non c'était au sud. Donc après, là on est après La Rochelle.
On est après La Rochelle. Au nord de La Rochelle. Ah, et là, on a testé un autre système d'hébergement, une application qui s'appelle Gamping. Ouais. Et qui propose du camping dans le jardin de particuliers. C'est comme D'accord. Airbnb, Ouais. mais pour les tentes et caravanes. Donc, ouais. Et donc du coup, on a payé 9 € notre emplacement par personne quand même, donc c'était pas non plus voilà, mais on avait un énorme jardin pour nous avec personne. On a fait une rencontre aussi super avec cette particulière qui nous ouvrait les portes de chez elle, qui nous a cuisiné des crêpes, avec qui on a papoté, etc. C'était aussi assez sympa comme façon de... Parce qu'un camping, mine de rien, on va échanger un peu avec les voisins de camping, mais pas forcément. Là, on était vraiment chez elle. Elle tenait à ce qu'on soit bien accueillis, bien comme il faut. Elle nous a offert des crêpes pour le dessert. Ouais, voilà, donc c'était Sympa. sympa, sympa, ouais. Là, vous êtes au Sable d'Olonne. Exactement, c'est ça. Ensuite, on est passé au Sable d'Olonne. Ensuite, Oui. on passe au Sable d'Olonne, Où ouais. on espérait trouver une très très jolie ville. Et on a trouvé une station balnéaire avec des jolis immeubles. Des jolis immeubles. Donc voilà. Après, on n'est pas passé dans le centre non plus, on sait pas comment Non, c'était, mais le oui. front de mer... Ça vous a pas super emballé. Du tout, Non. du tout Ok. emballé. Et voilà, c'est là où on a décidé après de se diriger vers l'île de Noirmoutier. Ok. Donc Voilà. là, l'île de Noirmoutier, ça doit être quelque chose d'assez particulier. Parce que C'est- est-ce qu'il y a des voitures qui y rentrent? Alors, en fait, sur Noirmoutier, il y a un pont Oui. qui part du continent pour aller vers l'île. Donc, les voitures, les vélos, tout le monde peut y aller. Et l'idée était pas de faire le tour de l'île de Noirmoutier, mais plutôt, en fait, de passer sur Noirmoutier pour ensuite reprendre le passage du Gois. Le passage du Gois, c'est un passage qui, à pleine mer, est recouvert de la mer et qui, à marée basse, est praticable pour les véhicules. Pour Et en aller fait, de l'autre côté à Pornic? Ouais, oui, parce qu'en c'est ça. fait, cet itinéraire était moins long que le détour de la véloroute dans les marais, qui était beaucoup plus de kilomètres. Ouais. Donc, on s'est dit, bon, allez, c'est sympa, on part sur En Noirmoutier. fait, au Sable d'Olonne, on appelait l'office du tourisme qui nous ont dit que c'était jouable en fait. À 14h, il y avait marée basse, la route était 16 praticable. heures, 16 heures. 16 Faut heures. pas traîner par contre, hein. Non, par contre là, faut pas se planter. Alors, là, on savait que c'était possible vu le nombre de kilomètres, on connaissait. Le pont pour rejoindre l'île de Noirmoutier est payant pour les voitures, gratuit pour les vélos. Très bien aménagé pour les vélos, vraiment séparé complètement des voitures. Et il se trouve que là, on a une petite anecdote aussi, c'est que ce jour-là, c'était notre seul jour de pluie. On a eu beaucoup de chance sur nos 25 jours. Et il pleuvait, donc on était trempés. Et en fait, on est arrivé sur l'île de Noirmoutier 2 heures avant que ce fameux passage soit accessible pour les vélos. Et en fait, en arrivant au bout de ce pont, on voulait absolument trouver un petit café pour boire un chocolat chaud, s'abriter, se réchauffer, et on trouvait rien. Jusqu'à ce que on voit un hôtel 5 étoiles. Et Jonathan dit, bon je vais demander si au moins on peut pas se mettre à l'abri. Et donc, ouais, je suis arrivé, il y avait le gérant de l'hôtel qui était présent. Et je lui ai dit, on est deux cyclotouristes, on attend le passage l'ouverture du passage du Gois. On cherche un endroit où boire un café et tout. Je fais, y a pas de problème, venez. Donc il nous a gentiment accueillis. Il a ouvert son bar pour nous, qui normalement était fermé. Il nous a servi les cafés. Surtout, il nous les a offerts. Au final, il a refusé qu'on paye. Et on a partagé 45 minutes avec lui à parler, à échanger. Il nous a parlé de l'île de Noirmoutier, de l'histoire de la région. Encore une très très belle rencontre. C'était vraiment génial. Et donc voilà. Noirmoutier, ça reste dans le top 10 des destinations et des destinations. Il n'y a pas de top 10, c'est pas vrai. Il n'y a pas de top 10. Il doit bien y avoir un top 10. Non, il y a un top 25. Il y avait 25 jours, il y a un top 25. Ça veut dire qu'il y a vraiment tous les endroits qui vous ont plu? Ouais. Et on a découvert des régions de France magnifiques. La Charente-Maritime qui est très sauvage, où on a pu voir des cigognes, Oui, tout le canal du Midi, c'était aussi le sud, le Midi, la garrigue, les cigales, c'est super, les vignobles autour de Bordeaux, c'était magnifique. Quand on est arrivé à l'océan, on était comme des fous, on s'est jeté à la mer pour se baigner. On a découvert le navire l'Hermione à Rochefort, on est tombé dessus en passant, donc on a pu aussi se renseigner sur ce que c'était, très joli. Donc c'est inattendu, c'est des belles découvertes de régions et il n'y a pas vraiment alors c'est sûr qu'il y a des endroits plus praticables que d'autres, etc. Oui. Mais tout était beau, voilà. On a donc dépassé La Rochelle, vous nous le disiez tout à l'heure. On est passé par Noirmoutier. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour vous?
Parce que il faut pas oublier qu'il faut aller en Normandie. Oui. Et si on va trop à gauche, si on va trop à l'ouest, on s'enfonce dans la Bretagne, c'est très joli. Mais il faut faire tout le tour. Mais ça fait un sacré périple. Voilà. Donc en fait, à ce moment-là, c'est ce moment-là, après Noirmoutier, où on a décidé de tracer notre propre route. On a rejoint quelques tronçons qui étaient des pistes cyclables, quelques bouts de véloroute, etc. Mais à ce moment-là, on a fait notre propre itinéraire en utilisant les petites routes blanches de la carte routière. On sait qu'elles sont pas trop fréquentées et qu'on peut les utiliser sans trop de danger. Et donc du coup, on a bifurqué vers l'ouest de Nantes, Oui. où on avait des amis avec lesquels j'ai vécu en Martinique, qui étaient là pas pour nous, mais qui étaient là pour voir leur famille et qui nous ont accueillis chez eux. Et après, on a rejoint Rennes. Avant ça, il y avait la Paquelée. Oui, c'est ça. Oui. La Pâquelée, chez les parents de Magali. Oui. Là, j'ai retrouvé un petit passage juste après le passage du Gois, où il pleuvait et on a roulé. Donc toujours avec le petit fameux carnet un petit de passage voyage qu'on aime beaucoup. C'est parce qu'on avait pris la pluie, on a roulé sur le passage du Gois avec l'eau de mer, et l'eau de mer, le sel sur les vélos, c'est pas ce qu'ils préfèrent le plus. Donc, on a écrit « Les vélos sont dans un état pitoyable. Avec le passage du Gois après l'île de Noirmoutier, on a ramené le sel de mer et le sable. Les chaînes sont rouillées, ça grince, ça craque. Si on fait le bilan, on n'a plus d'affaires propres, la tente est mouillée, les vélos rouillés, les corps et l'esprit fatigués. Mais au bout de cette journée, il y a le repos. C'est décidé, demain on ne roule pas. » Donc là, c'était la deuxième journée de repos. Vraiment et donc, super. Du coup, on s'est arrêté chez ses amis qu'on a retrouvés, qu'on n'avait pas vus depuis 2 ans. Leurs parents nous ont déplié une tente 3 places avec un matelas gonflable. On a pu nettoyer, huiler les vélos, faire une grosse lessive, manger, faire une grasse matinée. Voilà. Et donc là, c'était la deuxième pause du voyage. Avec encore le 4e bac. On a pris un autre bac avant Nantes. Ouais. Juste avant Nantes, il y avait un 4e bac, oui. Juste avant Nantes, donc le bac du Pèlerin, qui rejoint la Pâquelée au nord. On est sur les cartes en même temps. Hein. Ah oui, le Pèlerin, d'accord. Ah oui, donc là c'est un petit bac. C'est un bacounet. Ouais, c'est un bacounet. Voilà. Mais on était contents. C'est 1 euro, pas plus. Ouais. C'est gratuit. C'est gratuit, bah oui. Et il y a 500 mètres là. Ouais. Il doit pas y avoir beaucoup plus d'ailleurs. Hein. Non. Je dis 500 mètres. Non, mais peut-être même moins. Ouais. En tous les cas, donc vous étiez donc à l'ouest de Nantes et vous voilà parti pour le nord. Le nord, c'est bien sûr Rennes. Exactement. Et donc Rennes, on a suivi l'Ille-et-Vilaine jusqu'à Rennes. Donc c'est un très très beau département. Ouais. Département. Et puis le cours d'eau est absolument magnifique, aménagé pour les vélos. On découvre des endroits sauvages, voire même dénivelés. On s'y attendait pas du tout. C'était très joli. On a campé du coup au sud de Rennes et le lendemain à Rennes on a dormi chez mes meilleurs amis qui vivent là-bas. Le midi on a fait une crêperie gastronomique absolument délicieuse et pareil on s'est reposé l'après-midi. C'est pas dur de repartir à vélo après avoir bien mangé? Non, parce que non, là, en l'occurrence, on n'a pas pédalé après. On est allé faire la sieste. Vous avez eu le temps de digérer. Rennes, comment ça se passe au niveau du vélo? Est-ce qu'on est dans une ville où c'est bien adapté? C'est le top. Paradis. C'est le paradis des vélos, Rennes. Il y a rien à dire. Les voies pour vélo sont aussi larges que les voies de bus. Il y a des signalétiques spéciales pour les vélos, des feux tricolores spéciaux. Tout est très bien indiqué. Les véhicules sont très respectueux aussi. Alors si on n'avait pas fait de top 5 pour les villes que vous avez préférées, on peut peut-être faire un top 5 pour les villes bien aménagées pour le vélo. Ouais. Alors il y a Rennes. Rennes évidemment. Rennes, Toulouse. C'est bien. Toulouse est très bien aménagé également. Elles sont très utilisées parce que nous on y était aux heures de pointe un lundi matin, donc effectivement tous ceux qui vont au travail l'utiliser en même temps que nous, donc c'était quand même de la vigilance. Et après, je sais pas s'il y a des tops, parce qu'après soit on a été guidé par des gens, soit on s'est perdu. Donc peut-être les petits villages si plutôt, parce que c'est plus facile pour eux d'aménager. Autour du Mont-Saint-Michel, c'est plutôt bien indiqué. Ouais. Ah ouais. C'est même très bien indiqué. Vous êtes également passé par le Mont-Saint-Michel? Ouais. Okay. En fait, après Rennes, on est remonté vers Pontorson. Voilà. On s'est arrêté à Pontorson pour dormir. Voilà, direction le Mont-Saint-Michel, vers le nord. Là, une voie qui nous fait faire tout le tour du Mont-Saint-Michel.
Voilà, donc c'était très très joli. On l'a vu face sud, tous les face angles. est, face ouest, on a tout vu du Mont-Saint-Michel, Voilà. sauf qu'entre temps on avait parcouru déjà 50 kilomètres. Voilà. Et ça c'était la dernière journée, donc on est parti de Pont-Orson et on voulait rejoindre... Avec le vent de face, précisons. Ouais, on a toujours eu le vent de face de toute façon. Mais là, Et donc là, on est voilà jusqu'au Mont-Saint-Michel pour ensuite rejoindre Avranches qui se trouve plus à l'est. Et puis après aller jusqu'au nord, jusqu'à Regnéville-sur-Mer exactement, là où on s'arrêtait chez les parents d'Elsa. Ok, et donc là c'était l'arrivée. C'était Et là, l'arrivée. c'était l'arrivée et grande surprise. Alors pourtant, il y avait donc mes parents, ma sœur et mes 2 neveux qui étaient là. Donc on est en Normandie. Hein, On va est le en rappeler. Normandie à Regnéville-sur-Mer. C'est un petit port absolument magnifique. On voit l'océan, enfin l'océan, on voit la mer en arrivant. Et donc là, il y a un passage aussi, on aime bien dans le. Mais on voit la mer et en fait, on sait qu'on est arrivé et on se met à crier comme des fous dans le vent parce qu'on est arrivé et on descend la côte jusqu'à chez mes parents. Et là, en fait, on a l'impression qu'il y a une foule qui nous attend, alors qu'ils sont juste là, toute ma famille. En train de nous acclamer, d'applaudir, de faire plein de bruit, alors qu'ils sont pas si nombreux. Et on arrive et en fait mes 2 neveux avaient chacun un bouquet de fleurs qui sont venus nous donner à l'un et à l'autre en fait pour notre arrivée. Donc c'était Super. très très touchant comme arrivée. Ouais. On était très émus, Donc, on a un petit beaucoup peu d'émotions pleuré. pour tous les deux, ouais. Ouais. Et après donc vous êtes resté chez tes parents. Elsa, Voilà. combien de temps? On est resté 5 jours où voilà on s'est reposé, On a s'est bien mangé. promené, on a beaucoup mangé. Vous avez beaucoup dormi, j'imagine également. Pas tant que ça. Non. Non. Oui, parce qu'il y avait la famille à voir. Non, même pas parce que tout le monde était à la cool, donc on pouvait Ouais. dormir comme on voulait, mais nos corps, je pense, étaient habitués au oui. rythme qu'on leur avait donné, aussi à l'effort physique qu'on leur fournissait, ce qui fait que là, tout à coup, plus d'effort physique, et donc on n'était pas si fatigués que ça, le soir. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Jour 25, 1768 km. 22,5 jours pédalés, de Marseille à Regnéville-sur-Mer. We did it. Épuisés, mais heureux. Le périple est terminé. Il y a eu beaucoup d'efforts sportifs, beaucoup d'émotions, de belles rencontres également, de beaux souvenirs. On en retirera évidemment un joli carnet de bord. Une fois que vous avez fait ça, vous avez décidé de ne pas vous arrêter là. Vous aviez déjà ça en tête. Vous avez décidé de continuer l'aventure, une aventure qui est personnelle et qui est un projet que vous avez en commun. Aventure woofing. De quoi s'agit-il, Elsa et John? Donc le woofing, c'est un réseau donc sur internet où en échange on peut travailler, on peut aller aider les gens. Souvent ce sont des fermes biologiques ou des projets un peu comme ça écologiques, alternatifs. En échange, on a le gîte, le couvert, on est logé, nourri, blanchi. Donc nous, on a trouvé une famille en Normandie qui Où ça? Dans quel coin de Normandie? À Saint-Sauveur-le-Vicomte, et donc c'est Thomas, Sandrine et Léa et Nolan, leurs enfants. Mm-hmm. Et on est resté du coup dans leur ferme pour les aider et vivre leur vie en même temps et qu'eux. apprendre. Apprendre aussi. On a beaucoup appris à gérer un potager, à vivre le plus simplement possible, avec de façon sobre et raisonnable, raisonnable. Donc on a vraiment partagé leur mode de vie. Ils sont vraiment en avance. Pour nous, en tout cas, ils sont vraiment en avance là-dessus par rapport à une grande majorité de la société. On a beaucoup à apprendre de ces gens. Ils sont très généreux, sont incroyables. Et donc ils ont beaucoup partagé, ils nous ont beaucoup apporté. Et voilà, donc maintenant c'est notre prochaine aventure un petit peu. Quel est le lien que vous faites avec, parce qu'au fond, pourquoi avoir enchaîné ces deux aventures? Quel est le lien donc que vous faites entre le périple en vélo et l'expérience woofing, c'est-à-dire donc aider dans une ferme et avoir en échange le gîte et le couvert? Finalement, nous, cette pause de 2 mois qu'on s'est accordée cet été, on voulait pas que ce soit des vacances ordinaires. On voulait effectivement déjà se déplacer de façon neutre pour l'environnement. Donc c'est-à-dire ne pas polluer en prenant un avion, en prenant les trains, la voiture. Le tout en étant libre de nos mouvements, en pouvant profiter de ce que la nature a à nous offrir en termes de paysages et de découvertes. Et ça nous paraissait très à propos d'arriver dans une ferme comme celle-ci où la permaculture et la nature sont promues
et célébrer tous les jours, et bien d'arriver à vélo depuis les Bouches-du-Rhône et voilà, ça faisait sens. C'était un symbole important pour nous de respecter ça, de respecter la philosophie jusqu'au bout de ce mode de vie. John, tu le disais, en tout cas tu avais l'air de le dire, c'était un peu deux expériences, mais peut-être la deuxième encore plus. Ce sont des expériences qui annoncent d'autres choses qui vont arriver dans vos vies. En tout cas, c'est ça. Vous y travaillez. En tout cas, on a un idéal. On se rend compte, comme une grande partie de la population, je pense aujourd'hui en France, que d'un point de vue environnemental, notre mode de vie n'est plus possible. Et au-delà de ça, simplement être heureux en société. Juste ça, sans même au-delà de parler de l'environnement. Être heureux, connaître ses voisins, partager et revenir à des choses peut-être plus simples. Donc avec Elsa, on a un projet de vie vraiment, on veut revenir vers des choses plus simples. Peut-être plus d'indépendance, moins de dépendance, vers des grands groupes dont on ne sait pas forcément ce qu'ils font. Et puis simplement surtout, connaître ses voisins, voilà. S'entraider, partager, comme on a pu le découvrir durant tout ce mois à vélo, où beaucoup de gens nous ont aidés, ont été simples et sans rien en échange en fait. Ça passerait par une vie en société, je dirais, pour l'instant, en communauté, pardon. Pour l'instant, le projet est pas défini. Ça, c'est en maturation parce que ces 2 mois, pour nous, ils ont été très denses en ce sens. On a appris beaucoup de choses. On a rêvé de beaucoup de choses aussi après ça. Ce qui est sûr, c'est que on sait que c'est ce vers quoi on tend. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà plus ou moins appliquées dans notre vie. Mais il nous faut un peu de temps pour construire ce projet, élaborer notre lieu de vie notamment. Élaborer notre lieu de vie et savoir où l'élaborer. En Normandie peut-être, dans la Drôme, en Ardèche, il y a plein de choses qui nous font envie. On nous parle de beaucoup de projets. On nous parle de beaucoup de projets et effectivement, ce dont on est sûr, c'est que faire un projet comme celui-ci seul n'a pas de sens. Comme de décider d'aller vivre en ermite seul quelque part, ça marche un temps, mais c'est pas fonctionnel et puis surtout, l'être humain est pas fait pour vivre seul. Et on a beaucoup de force à tirer à vivre en communauté, donc sans que ce soit une communauté, mais peut-être une région ou un endroit où ce genre d'initiative existe déjà. Et si c'est un endroit où on décide de vivre et où ça n'existe pas, les créer et profiter de ces réseaux qui sont maintenant de plus en plus présents où qu'on aille en France. Enfin, ça, on s'en rend compte aussi avec le voyage. On s'en est rendu compte cet été. On a croisé des gens qui nous parlaient de permaculture un peu partout. Les gîtes dans lesquels on s'est arrêté. Il se trouve qu'à chaque fois, c'était des gens qui partageaient notre vision du monde. Alors, c'était peut-être un hasard, mais voilà, peut-être aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent comme ça en France. Plus qu'un voyage, une expérience de vie. Est-ce que vous repartiriez en vélo là maintenant ? Oui. Où ça ? Sans hésitation. Est-ce que vous avez déjà une petite idée du on n'a pas vu le centre de la France du coup. Ouais. Donc, ça sera encore en France ? Ouais. Pourquoi pas ? Il y a plein de choses à découvrir. Là, Puis là, on a traversé sans réellement visiter. Et parce que il y avait l'objectif, fallait arriver justement chez ses habitants. Oui, le temps était quand même compté. Oui. Et d'autant qu'on a parcouru quand même 1900 km, 1980 il me semble, quelque chose comme ça. Là où à la base on espérait en faire 1500, donc ça fait quand même beaucoup. Et donc si on repartir à vélo, oui, peut-être reprendre à peu près les mêmes endroits, mais réellement s'arrêter, prendre le temps de visiter. Ouais. Et le centre de la France aussi. Choisir une région et se dire cette région on veut la connaître et on veut en connaître toutes les facettes, sauf qu'on va le faire à vélo. Et donc on va le faire à vélo, on va aussi s'organiser des temps de visite, chose que là on n'avait pas le temps de faire concrètement. On arrivait souvent vers 15-16 heures, le temps de monter le campement, de se laver, de faire à manger. On a rarement eu l'occasion de visiter ce qui nous entourait et ça on a trouvé ça dommage, mais c'était pas l'objet de ce voyage-là. Donc oui, un prochain voyage en prenant encore plus le temps. Elsa et John, merci beaucoup d'être venus nous rendre une petite visite dans ce podcast. Ce podcast était le premier numéro d'une, je l'espère en tout cas, longue série de podcasts des aventuriers. Vous étiez nos premiers aventuriers. Je vais quand même raconter l'histoire de cette rencontre avec vous deux, Elsa et John, et notamment avec John, puisque la rencontre initiale s'est faite avec John. On aurait peut-être dû d'ailleurs le raconter en début de podcast. On s'est rencontrés dans un avion puisque c'était le moment
du retour. C'est ça. Je rentrais à Marseille. Tu rentrais à Marseille, voilà, et c'était donc la fin de l'été. On s'est rencontrés, on a discuté. Ça s'est fait autour d'un livre de Jean Giono, me semble-t-il. Exactement. On a parlé de Jean Giono, on a parlé de la Provence qui nous liait, et puis qui liait également nos vies aux œuvres de Jean Giono. Et puis ensuite, eh bien, on a parlé de nos vies de manière générale. Et donc, ce podcast, l'envie de faire cette émission est arrivée avec cette expérience de voyage qui a été racontée aujourd'hui par Elsa et par John. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à toi. Et puis, à très très vite pour d'autres peut-être d'autres voyages à nous raconter ici, d'autres expériences de manière globale à nous raconter. Merci à tous les deux. Merci.